11 heures sur Radio Colavive, nous poursuivons cette matinée. Nous avons décidé de parler de fête des mères d'une façon un petit peu originale. On a reçu, il y a de cela quelques jours, un ouvrage, Une larme de Rivka, une histoire d'oubli et de mémoire, de Laurence Kleinberger, que je salue. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je disais qu'on a souhaité célébrer la fête des mères avec vous de façon originale parce que le petit livre que vous nous avez adressé est un petit bijou. Alors, pour vous présenter tel qu'il est mentionné dans la 4e de couve, vous êtes maîtresse des soucis dans un centre psychopédagogique, et lorsque vous ne travaillez pas, vous écrivez des romans, et la nuit, vous inventez des histoires pour enfants. Alors, si je cite 2 titres de vos ouvrages, J'ai pas tué Gérard, enfin je crois, et l'autre, Le jour où mon Alzheimer échappa aux griffes d'un nazi constipé grâce à un tueur croate à la coiffure étrange, quand j'ai dit ça campe déjà un petit peu le personnage. Oui, c'est vrai, un peu le style. Encore que le troisième n'est pas tout à fait dans le même style, celui que vous avez entre les mains, mais bon, il y a quand même quelque chose de cet humour, disons. Humour un peu tragique, oui. Alors, si je veux continuer votre présentation, je prends ce qui est mentionné dans le premier paragraphe de cet ouvrage. Je cite « J'ai horreur de l'humour, je déteste les libraires et je commande tout sur Amazon. Je ne trie jamais mes déchets et au supermarché, je me dirige systématiquement vers les caisses automatiques, même quand il y a des caissières disponibles, parce que je n'aime pas les caissières. J'ai voté Macron, point d'exclamation. J'ai voté quelques petits points. J'ai constamment les yeux qui sointent, ça me déprime. Je suis une fille détestable. D'ailleurs, j'ai enfermé ma mère dans un hôtel de luxe. Alors ça, déjà, vous cadrez bien votre personnalité et parce que vous arrivez après à cette phrase, ce matin, le premier lendemain, j'ouvre les yeux en pensant j'ai emprisonné ma maman. Et ce petit ouvrage, très bien écrit, très drôle, est quand même une histoire d'amour, une déclaration d'amour à votre maman. Tout à fait, oui. C'est vraiment une histoire complètement, enfin, disons que c'est c'est une histoire complètement autobiographique. C'est un passage de ma vie et de la vie de ma maman, et de la fin de vie de ma maman. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une grosse déclaration d'amour, effectivement. Alors, on va cheminer un petit peu dans cette histoire. Vous précisez que vous deviez avoir 15 ans quand votre maman vous a fait part pour la première fois de son inquiétude de vieillir en perdant la raison. Elle n'avait même pas 50 ans, elle était jeune, mais elle avait peur. Ce jour-là donc, maman se confia à la jeune fille que j'étais. « Promets-moi que tu ne me mettras jamais dans une maison de vieux. » Et en fin de compte, la vie a fait que vous avez été bien au-delà de cette promesse parce que vous ne pouviez pas faire autrement. Et voilà. C'est encore une fois le corps de tout cet ouvrage. Oui, je pense que c'est une espèce de culpabilité. C'est le corps de cet ouvrage, cette culpabilité par rapport à la promesse que je lui avais faite et à son inquiétude par rapport à ça, par rapport à la maladie d'Alzheimer. Elle était déjà inquiète par rapport à ça puisque, comme je le dis dans le livre, toutes ses tantes l'avaient eu. Donc il y avait quelque chose de... Elle se doutait voilà. Oui. Et puis un beau jour, à la fin de l'été, vous étiez avec votre maman dans la cuisine, dans sa cuisine, et elle vous dit « C'est beau ici, on est déjà venu, non, l'année dernière ?» J'ai abondé dans son sens parce que c'était tout ce que je pouvais faire. Ma mère avait oublié où elle habitait et j'ai pensé que peut-être c'était le moment. Oui, c'est ça, exactement. Et c'était le moment, je pense. Je pense toujours. Voilà, parce que elle se sentait très seule et elle a accepté très très facilement d'aller dans ce lieu qui était bon. Mais dans des conditions très particulières, comme vous le verrez peut-être un peu plus tard dans le livre. Voilà. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est que
naturellement, je suppose que vous et votre frère, dont on parlera tout à l'heure, avez dû vivre ça de façon difficile, mais dans la façon dont vous le racontez, vous avez dédramatisé la chose pour en faire quelque chose. À la limite, vous avez joué avec votre maman pour qu'elle puisse aller dans ce centre, et vous dites, par miracle, mon frère a trouvé un établissement tout près de chez lui, un EHPAD flambant neuf, les étages pouvaient accueillir 70 personnes, au rez-de-chaussée, une unité spéciale Alzheimer pouvait héberger 14 personnes. On le visitait tous les trois, et j'ai dit, c'est un bel hôtel? Non, au moins 4 étoiles. C'est un très bel hôtel, a confirmé ma mère. Ça te dirait d'y passer quelque temps, le temps de te reposer, de prendre des vacances. Ça lui disait, voilà comment la jeune fille que j'ai été a fini par mettre sa maman dans une maison pour vieux. Alors vous alternez en permanence l'humour avec la réalité. Comment vous l'avez vécu au final? Parce qu'il y a ce que vous nous racontez et il y a ce qui doit être la vérité. Vous l'avez vécu comment, ça? Eh ben finalement, j'avais beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce placement, mais finalement, je l'ai vécu beaucoup mieux que toute la longue période où elle était chez elle, où on la maintenait avec des gens qui venaient, mais il y avait beaucoup d'inquiétudes parce que il y avait des moments où elle était toute seule, etc. Et surtout parce qu'elle a accepté avec le sourire et qu'elle était heureuse dans ce lieu. Et elle était heureuse aussi parce que mon frère y allait plusieurs fois par jour. Elle était jamais seule. Et mon frère qui habitait juste à côté venait pour les repas, venait la voir après la sieste, lui apporter des pâtisseries. Et moi, je venais le week-end. Enfin voilà. Je pense que ça a quand même beaucoup joué. Elle avait une position particulière par rapport aux autres résidents qui étaient très souvent un peu abandonnés. Alors, parfois, l'humour que vous employez est un peu féroce. Vous parlez de votre frère Hercule qui vit tout près. Il y va tous les jours. Ils passent beaucoup de temps tous les deux. Ça les rend heureux. Et vous dites, Hercule a du mal à parler depuis son AVC. Maman ne parle presque plus. Pourtant, ils se comprennent, sûrement parce qu'ils s'aiment tellement. C'est vrai. Ouais. Il y avait un entre ma mère et moi aussi. Bien sûr qu'il y avait un lien très fort. Mais entre mon frère et ma mère, je crois que c'était encore plus fort. Voilà. Même si on s'aimait autant, mais il y avait un lien. Mon frère allait jusqu'à venir avec sa pince à épiler pour qu'elle soit belle, pour enlever les petits poils, enfin, des gestes d'amour, quoi, des gestes d'amour qui allaient très loin. Alors, l'entrée de votre maman dans cette EHPAD, dans ce service Alzheimer, est quelque chose qui donne lieu également à des descriptions étonnantes parfois. Alors, vous dites que cette EHPAD, ce service vous a paru merveilleux, d'autant que les 8 patients, donc cette unité Alzheimer pouvait contenir 8 patients, on les imaginait tous comme maman, doux, calmes, souriants. C'était le paradis qu'on nous promettait. Et c'est pas tout à fait le paradis. Vous commencez par la description de l'arrivée du monsieur qui pisse partout. On a commencé à déchanter. Et comment, encore une fois, est-ce que ça a été, je suppose, difficile de voir que votre maman, qui était une personne calme, s'est retrouvée, et vous le décrivez par la suite, dans un service où, forcément, il y a de tout et il n'y a pas forcément que des personnes calmes ou que des personnes qui ont une vie paisible. Tout à fait. Non, ça nous a... surtout mon frère, qui lui voyait ça vraiment de très près, a été tellement inquiet qu'à un moment, il a demandé justement à ce qu'on la change de service. Et c'est parce qu'il pouvait pas supporter. Elle n'avait pas l'air de souffrir de la présence de ces gens qui étaient ou très bruyants, ou qui répétaient plusieurs fois la même chose, ou de ce type qui pissait partout. Bon, mais ça occupait et ça préoccupait beaucoup l'unique aide-soignante. Donc il y avait forcément, on était un peu inquiets pour le quotidien de ma maman. Voilà. Et donc on lui a fait changer de service, oui. Et c'est quelque chose qui est réconfortant, c'est que vous précisez, en tout cas une chose est sûre, enfin presque sûre, ma maman me reconnaît, enfin je crois. Oui. Quand j'arrive, elle me sourit et elle me rend mes baisers
Évidemment, elle ne s'écrie pas « Alors ma fille, quoi de neuf chez toi ?» D'abord parce que même en pleine possession de ses moyens, elle n'a jamais parlé comme ça. Ashkenazi oblige. Et puis ce qu'il y a de neuf chez moi, je crois qu'elle s'en fout royalement. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que cette histoire de elle me reconnaît ou pas, c'était pour moi très secondaire. Moi, l'important, c'était effectivement qu'elle sourie, qu'elle soit bien, qu'elle soit contente de me voir. Elle savait sans doute plus que j'étais sa fille, ou peut-être que si. En tout cas, j'étais quelqu'un de proche, mais ça n'avait aucune importance. Voilà, c'était son bien-être et son sourire qui importait le plus. Et vous notez également ces moments agréables à l'EHPAD. Vous dites, Oui. il y a des moments agréables. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais de bonne humeur, mais qu'est-ce que j'ai pu m'amuser. C'est vrai, c'est vrai. Avec les gens qui étaient plus ou moins déjà dans la maladie. Il y avait des gens avec qui on pouvait parler, il se passait des choses marrantes. J'avais beaucoup d'attachement pour certaines personnes qui étaient dans cette EHPAD et qui étaient heureuses de nous voir, mon frère et moi aussi, parce qu'on mettait de l'ambiance, quoi. On venait tous les visiter d'une certaine façon. Et même dans la façon que vous avez parfois d'expliquer ça, vous dites pour vous déculpabiliser ou peut-être pour apporter un trait d'humour, il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est toujours la fête à l'hôtel de luxe. Il y a des jours où je me fais carrément violence, je prends le train Gare Saint-Lazare, puis quand Hercule ne peut pas venir me chercher en voiture, je prends un taxi. Au chauffeur de taxi, je précise toujours la maison médicalisée de F. Je ne veux pas qu'on pense que je me suis débarrassé de ma mère dans une maison de retraite. Ouais, c'est vrai. Je faisais ça. Ouais. Oui, non, c'est vrai. Et du coup, on parlait avec le chauffeur de taxi. Qui très souvent le chauffeur connaissait quelqu'un ou avait une mère qui commençait à perdre. Et bon, ça créait des liens aussi. Voilà. Et vous mentionnez au début de son séjour, quand maman parlait encore un peu, elle m'a dit quelque chose qui pourrait expliquer le sourire qui ne la quitte jamais. Tu sais, ce qui est bien ici, tout le monde est juif. Ouais. Et encore une fois, avant, alors outre son passé difficile, c'était quelqu'un qui était ancré dans la vie juive, votre maman ? Elle était en tout cas ancrée dans sa judéité. Elle se sentait juive. Elle parlait couramment yiddish. Elle nous transmettait les recettes juives. Elle me parlait beaucoup. Mais c'était quelqu'un qui n'était pas du tout religieux. Elle avait été élevée par des parents qui étaient bundistes, donc plutôt de gauche, quoi. Ouais. Voilà. Mais qui était pour qui le yiddish et la nationalité, si j'ose dire, juive était importante. Donc voilà, on a été élevés dans cette. On a toujours su qu'on était juif et que même si c'était compliqué parce que être juif sans aller à la synagogue, sans croire en Dieu, c'est très compliqué pour un enfant. Ça pose des questions. Mais elle a toujours été. C'était important pour elle de rencontrer d'autres juifs jusqu'à la fin. Ouais. Même si à l'EHPAD il n'y en avait pas du tout. Ça c'était un EHPAD en pleine campagne normande presque. Donc voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est la difficulté, j'allais dire la lourdeur de votre statut d'accompagnant. Vous précisez, mon Toubib est sympa, il me fait une super ordonnance avec tout ce qu'il me faut pour être heureuse. Il sait très bien que si je viens le voir, c'est que je suis en petits morceaux. Donc, il vous suggère de vous mettre 10 jours en maladie et tu pars dans un hôtel club à Djerba. Mais c'est pas facile à faire quand même. Ben ouais, bien sûr. C'est difficile, ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, je me souviens maintenant, parce que bon, ça fait 2 ans maintenant que maman est morte, mais il y a eu une accumulation quand même entre la maladie de ma mère, avant même qu'elle soit dans cette EHPAD, ça a quand même mis du temps, hein. Et il y a eu l'accident de mon frère qui a eu un AVC. Et je pense que toute cette accumulation, effectivement, m'a mis dans un état de dépression un peu, on peut dire. Et c'est pour ça que j'avais besoin d'aide médicamenteuse pour tenir le coup. Vous parliez d'étapes dans la vie qui fait que vous avez été amené à
à faire soigner, à déléguer le soin de votre maman à d'autres, c'est réellement c'était une étape pour votre maman. C'est également pour vous une étape en tant que fille, femme, mère. Oui. C'est aussi ce moment-là de devoir apporter. On parle aujourd'hui de la fête des mères, c'est-à-dire rendre le sacrifice, tout ce que les mères font pour les enfants, et c'est à un moment donné, à notre tour de le rendre. C'est de cette étape-là aussi que vous parlez. Oui, encore que, enfin bon, je suis d'accord avec cette étape où on peut rendre. Encore que pour moi, ce qu'une mère apporte à son enfant, ça n'a rien à voir avec le sacrifice. Mais bon, et je crois que pour elle non plus. Mais voilà, effectivement, et surtout dans ces derniers jours, ces derniers mois, à la période où j'étais confinée avec elle dans sa chambre, où on a vraiment passé beaucoup de temps ensemble. Un jour, je lui caressais la tête, elle m'a regardée, elle m'a dit maman. Et je me suis dit, et en fait, ça m'a fait un bonheur, ça m'a fait plaisir. Je lui ai apporté un moment de bonheur. Je lui ai rendu sa mère pendant quelques secondes. Voilà, c'était ça. C'était bon, je pense que c'est aussi parce qu'elle a été une mère extrêmement bonne, si on peut dire, une mère que j'ai pu lui rendre ce qu'elle m'a donné, mais ça n'a pas de rapport avec le sacrifice. Et j'ai pas l'impression de m'être sacrifiée. Moi, j'ai l'impression que ça m'a apporté beaucoup. Ouais. Et il y a un paragraphe qui est intitulé Nuit et brouillard, dans lequel vous mentionnez: en fouillant les tiroirs de maman à la recherche de je ne sais plus quoi, je découvre la boîte en fer. Dans cette boîte, il y a une lettre que maman ne pouvait pas regarder. Elle préférait également que je ne la lise pas. C'est ce que j'ai fait, ou plutôt ce que je n'ai pas fait pendant des années. Une lettre jetée du train en partant pour Auschwitz. Et comment vous avez, encore une fois, vécu pendant et après, comment vous avez vécu cette période difficile de la vie de vos parents? Ben, alors, on a toujours su, mon frère et moi, que ça a été très dur. On a appris. Ma mère en parlait facilement, mais quand on lui posait la question, mon père, c'était plus difficile. Je sais qu'Alain, mon frère et moi, qui s'appelle Alain dans la réalité, il s'appelle Hercule dans l'histoire, on faisait des cauchemars de nazis, enfin bon, tout en ne sachant pas exactement ce qui se passait. Et le jour où où j'ai découvert et je lui ai montré cette lettre, ça a été comme ça a été comme une révélation. Tout d'un coup, on entendait la voix de ce grand-père, on l'entendait parler, il y avait quelque chose, un rapprochement. Et ça a déclenché chez moi un désir de recherche. Bon, après que le livre ait été édité, on est allé déposer la lettre dans l'ancien camp de Malines, qui était le Drancy belge. Et il y a toute une recherche qui a été bon. Et je continue d'écrire à la recherche, et aussi à la recherche de tout ce qui s'est passé avant. Et quelqu'un m'a dit, la Shoah fait écran à ce qui s'est passé avant. Et c'est vrai, on en reste à la Shoah dans ses mémoires, mais on n'arrive pas à savoir qui étaient ces gens, ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça que je recherche. Et je pense que c'est ce que la lettre a déclenché, la découverte de la lettre. Et puis il y a les moments plus pénibles. Une infirmière de la maison de retraite qui vous appelle pour m'annoncer, en prenant 1000 précautions, que maman a fait une petite chute, mais qu'elle a juste une bosse. Une autre fois, c'est une main enflée. On l'a envoyée à l'hôpital. C'est ça, la politique de la maison. Alors pour tous ceux qui, comme nous, avons eu des mamans assez âgées, je suppose que les coups de fil, quand elles viennent de l'EHPAD, c'est toujours avec une angoisse particulière. Tout à fait, oui. Oui, et le dernier coup de fil qui n'est pas venu de l'EHPAD et qui venait de mon frère, je l'ai pas entendu. C'est ça qui est terrible. Enfin, ça vient plus tard, mais bon, c'est vrai que c'était. Moi, je laissais mon téléphone allumé jour et nuit, pour pouvoir être, puisque j'aurais dit de m'appeler moi s'il y avait quoi que ce soit. Et voilà. Non, c'est des moments très très angoissants, bien sûr. Et ce passage à l'hôpital a été une épreuve terrible aussi pour mon frère et moi. Je le raconte.
Et puis, il y a ces derniers moments, un samedi, que les portes de l'EHPAD ouvrent à nouveau et on découvre maman couchée, perfusée, amaigrie et sans expression. Elle est mourante. Enfin, c'est comme ça que j'imagine une mourante. Je pense qu'elle agonise. Et je réalise que c'est un mot que je n'ai pratiquement jamais prononcé de ma vie. Un mot terrible qui fait penser à un râle, à un dernier souffle. Alors je change de registre, je me dis, elle est sur son lit de mort. Vous avez accompagné votre maman pendant tous ces mois, toutes ces années. Encore une fois, comment vous et votre frère Hercule, vous avez vécu, vous avez chacune vos familles, comment vous avez vécu tous ces mois? C'est quelque chose pour vous, je suppose, de stressant, mais c'est un passage obligé? Vous parlez des mois où elle était dans cette EHPAD. Toute la période d'EHPAD. Ben, je pense qu'on l'a vécu différemment. Mon frère, comme je vous l'ai dit, avait eu un accident cérébral quelque temps plus tôt, donc il ne travaille plus. Et je crois que pour lui, c'était un plaisir d'aller la voir tous les jours. Il était plus proche de sa mère, il était à l'écoute de ce qui se passait. Pour lui, l'important, c'était qu'elle soit en bonne santé. Voilà, on l'a pas vécu de la même façon. Pour moi, c'était un peu plus dur parce que je ne pouvais la voir que le week-end. Mais j'étais quand même très rassurée parce que mon frère me donnait tout le temps des nouvelles. Il m'envoyait des photos de ses plateaux de repas pour me montrer qu'elle avait bien mangé tous les jours. Enfin bon, c'était... Je pense que j'ai mieux vécu sa période d'EHPAD, sans parler évidemment du confinement qui a été une période atroce. Mais j'ai mieux vécu la période d'EHPAD que la période où elle était chez elle et où j'y allais tous les jours puisqu'elle habitait tout près de chez moi et où j'étais jamais tranquille. Voilà. Il y a ce moment très touchant où vous précisez, on est en juin et maman fête ses 91 ans. Hercule, fiston 2 et moi, nous sommes enfermés dans sa chambre avec du champagne et gâteau au fromage blanc, je ne vais pas me hasarder à faire la prononciation. De quel terme? Et vous avez cette attention très touchante. Je verse du champagne à ma mère directement sur sa langue avec une petite cuillère. Oui, et elle appréciait drôlement. Non, c'était vraiment la fête. Ça a été un jour vraiment formidable. Bon, c'était quelques jours avant sa mort, malheureusement. Mais elle était en grande forme et très heureuse. Ouais. Voilà, et puis les derniers moments, encore une fois, vous l'avez précisé, vous étiez à votre travail. Tous les jours, autour de midi, Hercule m'envoie une photo des restes du repas de maman. Tous les jours à la même heure, j'attends. Mais aujourd'hui, mon téléphone était sans doute trop profondément enfoui au fond de mon sac. Je n'ai rien entendu. Elle est morte très vite pendant qu'Hercule lui donnait son repas, après avoir avalé une cuillère d'eau gélifiée parfumée à la grenadine. Oui. C'est très touchant. On a lu cet ouvrage de Laurence avec beaucoup d'intérêt. On va mettre toutes les coordonnées de cet ouvrage, Une larme de Rivka, sur le site de Radio Col-Aviv. Merci encore une fois. Merci à vous. De nous avoir livré ce témoignage parce que c'était très touchant et ça a été pour nous une autre façon d'évoquer la mémoire de ces mamans qui sont parties, qui n'ont pas toujours eu une vie facile, mais qui ont toujours été apparemment suivies, qui ont toujours été avec leurs enfants jusqu'au bout. Oui, mais merci beaucoup. Merci. Merci Laurence. Beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Maman, c'est toi la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages
mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. C'est toi, maman, la plus belle du monde, et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras, maman, tu mets ton bras. Maman, c'est toi la plus belle du monde, car tant d'amour inonde tes jolis yeux. Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge le petit enfant sage des jours heureux. J'avais fait des rêves où l'on m'aimait sans rêve, mais les rêves s'achèvent et toi seul m'es resté. C'est toi, maman, la plus belle du monde. Et lorsque tout s'effondre, oh, alors comme toi, les larmes